Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 septembre 2022. Alors je laisse la porte ouverte de la librairie afin que vous puissiez entendre la pluie qui tombe. Un petit effet sonore, mais je crains que le bruit de la rue, le bruit des voitures couvre ma voix. Alors je vais fermer la porte de la librairie. En espérant toutefois que l'on puisse entendre la pluie. Alors tel que promis, 2 passages tirés de ce livre, Mathieu Gallé, Journal intégral, 1953-1986, publié chez Bouquin, et la préface est de Jean-Luc Barré, à qui on doit, si ma mémoire est bonne, une biographie du compagnon de Jacques Maritain. Voilà. Et dans les inédits du journal de Julien Green, on comprend bien que le mariage blanc de Maritain n'était pas sans raison. « 10 août, Montréal, aéroport et dans l'avion. Entrée un peu morose dans ma 46e année. Bien que je fasse encore mon petit effet quand j'avoue mon âge, surtout ici où l'estomac fait des ravages. Donc, 8 jours ici, dont 2 à New York, pour voir Copit dans sa belle maison du Connecticut, ouverte sur des champs comme s'il n'y avait rien autour. Dans une chaleur de serre, nous travaillons à la pièce, avec simplicité. Difficile de lui tirer des renseignements précis quant au jargon. Il feint de ne pas savoir, comme si son héroïne était une personne vivante avec son mystère. Il a surtout utilisé des textes médicaux, tels quels. Simple et ouvert, il a l'air d'un grand collégien de 40 ans, un peu innocent, avec frisette clairsemée et le regard d'un adolescent. Mais, comme tous les bons artistes très passionnés par son sujet, et s'admirant lui-même avec l'ingénuité de l'inconscience, comme s'il parlait de la belle œuvre de quelqu'un d'autre. À part ça, folie sexuelle new-yorkaise habituelle, par une température tropicale propice aux excès et à la fatigue. 2 expériences agréables, blanches. Ensuite, petit séjour dans le phare d'Antonine Maillet, à la Côte-Sainte-Anne, avec un couple d'anciens acteurs, Louis, l'ami de la maison, et Mecha Palomino, femme de tête, femme d'affaires, femme d'intérieur très sympathique, et Ayo, bafouillant photographe et homme adorable. Antonine, c'est l'œil bleu qui frappe d'abord, œil d'oiseau dans un visage rose d'anglaise ou de normande. Petite, râblée, comme toute la famille, elle est bien plantée sur terre, presque une plante, produit du sol comme les patates de pique. Il faut l'arracher avec la motte. Locale, sa gloire est tout de même surprenante. Il y a des affiches de 3 mètres de haut à l'entrée du village. Bouctouche, le pays de la Sagouine. Des badges, des tapisseries, des autocollants. Et tout cela en quelques années
sur le dos d'une crasseuse, vivant dans un taudis, comme il en existe encore dans ce pays cossu, ce qui choque d'autant plus. Il est vrai que les différences sociales sont moins marquées qu'ailleurs. L'oncle centenaire, Donat, celui qui sert à baptiser une école, était pêcheur, son frère, instit, et son beau-frère, sénateur. Tout cela avec d'infimes différences extérieures, si ce n'est une balance dans le jardin, et des maisons plus ou moins belles. En se promenant, on rencontre sans cesse des membres de la famille, des frères, sœurs, neveux, parrains et connaissances. Comme des tas d'autres religieuses depuis 1960, sœur Antonine est défroquée, mais elle ne tient pas à ce qu'on en parle. Il est vrai qu'elle a vraiment changé son fusil d'épaule d'un extrême à l'autre, avec Rita S, puis Metcha P. Tout cela, du reste, n'a pas l'air de trop faire scandale, la célébrité aidant. Tout de même, 2 gousses sur les 4 romancières connues au Canada, la proportion est anormale. Inauguration, festivités, diplôme d'honoris causa, discours et réception. La vaillante petite Acadienne n'aura pas chômé pour l'honneur du pays. À part ça, orgie de homards, sans sauce, pêche au coq, visite à Sarah, baignade et discussion inévitable sur l'avenir de la langue française. La maison toute neuve et fonctionnelle, confortable, sans caractère, si ce n'est la petite pièce du haut où Antonine travaille. C'est la tour du phare où les fenêtres sont assez hautes pour qu'elle ne voie que le ciel en travaillant. Vie réglée, de 9 h à 1 h du matin, le reste étant dévolu à la vie publique, à la lecture. Plus curieuse est la maison de Montréal, dans le quartier chic d'Outremont, sorte de Neuilly anglais, que les colons désertent peu à peu. Là, dans le genre Barbès riche, tout est bois, cuivre, épaisseur bourgeoise et mauvais goût de parvenus. Dans le vaste grenier qui fait office de bureau, une table semi-circulaire, énorme avec un fauteuil immense, genre chaise longue, knoll. On se voit mal écrire autre chose que des chèques dans ce décor directorial, et c'est là que les raconteuses, chaque matin, Mademoiselle Tonine, dévotement servie par la perle perfecta. Il y a tout de même un peu de belge chez ces Canadiens, et du 19e siècle aussi. C'est une gloire à la Mistral, mais comme lui, cela pourrait bien finir en Nobel. À Montréal, ensoleillé comme Nice, retrouvez Basile, Jean Basile, l'un des créateurs de la revue Mainmise et qui a été pendant un certain temps critique littéraire au journal Le Devoir. Donc, Basile, un peu amer, désabusé, tentant de remettre sur pied une maison d'édition flageolante, NDLR, maison qui portait son nom, et toujours gai activiste, avide de ragots. Puis dîner avec l'extravagant Lemelin, entre le bourgeois gentilhomme et l'illustre Gaudissart, hésitant entre la presse, la littérature et la charcuterie. Il a inventé les crotons. Après avoir été converti au fromage de tête par des descendants de Montesquieu, il en installe beaucoup, mais avec une magnificence sympathique. De 5 h à minuit, je dois l'écouter, secondé par son bouffon,
Focribas, courtisan, un tantinet faux jeton, paradant à grands cris de rire, offrant du Bordeaux de Californie et un très bon repas, ma foi. Ces histoires avec le prix Goncourt, d'Ormesson ou René Dukerman sont assez drôles, et il voit bien le côté comique des choses. Le repas du prix, l'Anou revenant dans la salle à manger, la figure enduite de crème, humilié comme s'il était l'Académie à lui tout seul. Jolie histoire de son copain de Québec, brave paysan, parti à la guerre. Les Allemands prisonniers ayant abattu son meilleur copain, il a cousu 50 fridolins, puis n'en a jamais plus parlé du mot passant. Vu aussi l'énorme Dubé, genre Maquignon hollandais et Réginal Martel, si manifestement peu heureux de me voir. Pourquoi m'avoir reçu? Que je suis vite parti. Mais peut-être était-il seulement accablé par la vie, en dépit de son charmant petit garçon. Aventure express avec un gentil petit Canadien, musculeux, nommé Edmond. Édouard, je ne sais plus. Il allait avoir 24 ans, et son Jules l'avait plaqué, et il était sans boulot. Ça n'empêche pas d'avoir un beau cul, heureusement. À Westmount, rencontré mon premier trick, près de 30 ans après. On a pris rendez-vous pour l'année prochaine. On est encore faisables l'un et l'autre. Mardi de Pâques 1982. Oui, le passage, j'ai oublié de vous donner la date. C'était en 79. Oui, l'année en fait où Antonine Maillet a reçu le Goncourt pour Pélagie la Charrette. Je n'ai jamais rencontré personne qui avait lu Pélagie la Charrette, hormis un prêtre normand en 1900, lors de ma visite en Normandie en 1987, qui m'avait confié avoir pleuré en lisant Pélagie la Charrette, qui raconte en partie l'histoire, la déportation des Acadiens. Mardi de Pâques 1982. À Chérance, Nathalie Sarraute habite une petite maison qu'elle dit grise. Comme elles le sont toutes, gère un bon moment dans le pays avant de la trouver. Quand j'ouvre le portail, je sais que c'est là. Par la fenêtre d'une minuscule pièce, une ancienne cave, sans doute en entrant à gauche, je vois des pages couvertes de sa grande écriture raturée. Le salon, pièce à vivre, est au premier, charmant, clair, sans après. De gros fauteuils avec une petite table et des chaises, une cheminée, et la vue sur un verger en pente douce très vert. Dans un coin, l'évier d'origine, dont on se sert encore pour le thé. Tout de suite, on m'entraîne voir le point de vue. Longue marche sur des chemins chaotiques, où j'ai toujours peur de voir Nathalie tomber, petite silhouette engoncée dans une canadienne et pantalon. Derrière suit le mari, fragile échalas romantique, mais vermoulu, très grand genre, sous son chapeau de Sherlock Holmes. Sa canne l'étaye. Il sourit sans cesse, aimable, distant, un peu ailleurs déjà.
Pendant que nous marchons, elle me raconte le coup de foudre pour le village en 1949. C'est démêlé avec un baron allemand, seigneur du lieu, qui avait installé une porcherie à 100 mètres chez elle. Ses luttes et démarches pour faire classer le site. Ce ne doit pas être une voisine commode. À la maison, tandis que le mari s'efforce de faire bouillir de l'eau et rôtir des toasts, succession de catastrophes domestiques. Il verse le thé à côté des verres, à la russe, où nous le buvons, sauf Nathalie, parce qu'en Russie, seuls les hommes boivent dans des verres. Ils laissent brûler le gâteau, etc. Elle se plaint que sa matinée n'ait pas été bonne. Tout est plat, plat, plat. Je n'arrive pas à créer la moindre petite colline pour varier un peu le paysage. Et elle ne peut plus travailler comme autrefois, quand elle traçait un livre avec une seule lancée pour le peaufiner ensuite, le redistribuer, le ciseler. À présent, puisque ce sont des souvenirs d'enfance, ce sera le titre, elle œuvre comme une tapisserie. Chaque morceau, indépendant du reste en somme, doit être terminé, parfait, définitif avant qu'elle poursuive. J'en suis à la page 183 et elle me donne un mal, celle-là. Mais je peux mourir demain, ce seront des fragments posthumes convenables. Cette enfance doit s'arrêter à 12 ans. Au-delà, j'étais adulte et je ne veux rien raconter de ma vie. Je ne peux pas. Imaginez par exemple que je doive décrire une des choses qui m'ont le plus déchiré, la mort de mon père, par exemple. Vous me voyez faire de l'art avec ça? Je sais comment on écrit. On choisit ses laines, ses couleurs. On assortit les teintes. Ah non, ce serait ignoble. Je ne suis pas Simone de Beauvoir, car elle ne la tient pas en grande estime, surtout à cause de cette mégalomanie souveraine, royale, qui lui ferait croire qu'être dans ses livres est la récompense ultime. Sa haine semble remonter à une humiliation lointaine, quand elle était encore une romancière attendant d'être publiée dans la NRF. Personne, en somme. À table, avec elle, survient Genet. Beauvoir ne songe même pas à la présenter, puisqu'elle n'est rien. Il a fallu que Genet, lui, se présente. Attitude caractéristique de ce personnage boursouflé. Sartre, au contraire, a toujours été correct et protecteur, même quand le nouveau roman les a éloignés. En vérité, ils ne se voyaient plus depuis 1947. Pendant l'occupation, elle avait fait partie du petit groupe de 5 personnes, présidé par Sartre, qui se réunissait à l'hôtel Louisiane, histoire de préparer, dès 1942 ou 1943, la France d'après la guerre. Sartre, à l'époque, aurait voulu être le grand réformateur politique de l'avenir, prêt à laisser pour cela, toute autre ambition. Mais Nathalie, renseignée par une amie, souligne le danger de se réunir dans un hôtel, lieu de prédilection des indiques, et suggère que les réunions se fassent chez elle. Approbation générale. Surviennent les vacances. Au retour, plus rien. La lutte clandestine n'aura pas résisté à l'été. Sartre et Beauvoir avaient sans doute réfléchi au danger ou changé d'ambition. Ces brouilles sont nombreuses, y compris avec les gens du nouveau roman, car sa susceptibilité, son sens de l'absolu en fond, elle le sait, une partenaire difficile. Mes enfants vous le diraient,
Je crois toujours que tout est perfectible, y compris les êtres et les livres. Avec eux, les enfants, j'étais une mère insupportable à cause de ça. Et avec eux, les livres, je ne peux pas les relire, car j'aurais envie de les refaire. Il n'y a que le visage, hélas, qui ne se refasse pas. Depuis 37 ans, j'avais une glace épatante, où mon image ne changeait pas, parce que ma vue baissait à mesure que j'avançais en âge. Nous étions très contentes l'une de l'autre, et puis on m'a obligé à porter des verres de contact, et je me suis vu, ce qui s'appelle vue, une vieille horreur. Ce n'est pas moi, ça ne peut pas être moi. C'est comme les photos, toujours trop belles ou trop épouvantables, jamais moi. Avec ses partenaires des éditions de minuit, donc les rivalités n'ont pas tardé, ni les vacheries en douce. Ainsi, à une réunion sorbonnarde sur Joyce, présidée par Butor, celui-ci se débrouille pour parler de Nathalie Sarraute, grand écrivain, on le sait, qui pourrait être ma mère et n'a pas hésité à se joindre à nous, etc. Pendant toute la séance, elle médite hors d'elle pour déclarer à la fin qu'elle est fière de pouvoir être la mère de Butor, car il est évidemment plus honorable d'appartenir à l'avant-garde avec ses fils qu'avec ses parents. Claude Simon, n'est pas mieux loti d'ailleurs. Depuis la route des Flandres, elle le trouve illisible autant que Butor. Mais lui s'est fâché pour des histoires de préséance, entretenues avec ravissement par Rob Grillet, toujours ravi de semer la zizanie afin de mieux régner. Avec lui, en revanche, impossible de se brouiller tant il est farceur. Ainsi, au début, au moment de la parution de la jalousie, une dame lui dit, devant Nathalie, qu'elle a moins aimé ce livre-là que les gommes. « Ah, dit Rob Grillet, eh bien, ce n'est pas l'avis de tout le monde. D'ailleurs, Hippolyte, directeur de l'école normale supérieure, va faire son cours de cette année sur mon roman. » Tête de la dame et de Nathalie, verte de jalousie. Dès que l'interlocutrice a le dos tourné, il avoue avoir tout inventé. Je n'allais tout de même pas me laisser marcher sur les pieds par cette idiote. Elle est drôle dans sa paranoïa contradictoire. Elle affirme écrire dans l'absolu, récusant toute forme de comparaison ou d'échelle pour le talent. Mais chaque article compte. Et l'idée qu'un autre pourrait être mieux traité qu'elle la met en fureur. Céline, peut-être, pourrait s'aligner. C'est à peu près tout. L'idée que Rob Grillet ou Dieu sait qui pourrait avoir plus de place qu'elle dans le Lagarde des Michards la rend malade. Écoute, Raymond, tu vas aller voir à la librairie Gallimard le bouquin de ces Lagarde et Michards. Si ce qu'on dit de moi est décent, tu l'achètes, sinon tu ne m'en parles pas. Travailler toute une vie, tous les matins d'une vie, et voir son œuvre exécutée en une page, ah non, c'est trop injuste. Elle devient toute rouge. Ses yeux noirs brûlent. Elle voit déjà tous ses livres au pilon. La catastrophe définitive, le cataclysme. Il n'empêche qu'elle sera au boulot demain matin, dans sa cave, avec le noir derrière elle, close sur sa tâche, enfin seule au monde, et heureuse, et souffrante, et unique.
Vous avez un portrait d'Antonine Maillet qui est toujours vivante et qui écrit toujours et qui publie toujours. Sans doute espère-t-elle encore le Nobel. On m'interrogeait il y a peu si, selon moi, Michel Tremblay avait quelques chances de l'obtenir. Rapidement, sans trop de réflexion, j'aurais tendance à vous dire que oui. Je sais que Ducharme, entre autres grâce à son ami Luc Clésio, a été par une fois ou deux en lice, et que si le Québec avait voté oui au référendum de 95, peut-être que les chances de Ducharme auraient été meilleures, car il se serait inscrit dans un mouvement révolutionnaire d'une société en pleine mutation. Et parfois, les Nobel de littérature, qui récompensent l'ensemble d'une œuvre, contrairement au Goncourt qui récompense un seul livre, ces récompenses-là surviennent aussi en phase avec certains événements historiques. Alors, je ne sais si par exemple, à part l'auteur du Pingouin, l'Ukrainien Kirtov, oui. Oui, pardonnez-moi. Alors, sans doute son œuvre n'est pas assez abondante, n'est peut-être pas encore assez reconnue, en fait. Mais on pourrait présumer qu'un auteur ukrainien pourrait remporter le Nobel de littérature, ou encore un auteur russe critique de la politique de son gouvernement. C'est pas impossible. Mais déjà, les académiciens de l'Académie Alfred Nobel doivent commencer à jongler, doivent commencer à avancer leur pion pour savoir qui le méritera. Mais gardez bien présent à l'esprit qu'il y a toujours un arrière-plan politico-historique à ces récompenses. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain. Demain, je pense que je vais me livrer. Peut-être que je vais l'enregistrer plus tôt et la diffuser plus tard en soirée, car demain, c'est la 7e représentation de A Tempera de Fabienne Roch. Et je pense que je vais me livrer un petit exercice de reconstitution partielle, va sans dire, de la bibliothèque de cet homme qui possédait 4000 ouvrages érotiques. Alors, je vais dégager des livres peut-être, est-ce que je vais filmer tout ça en commentant, ou je vais dégager et après, je vais ouvrir les cartons et je vais enligner sur les rayons, sur les tablettes, les livres. Je ne me donnerai pas la peine de les classer par lettres alphabétiques, l'esprit méthodique. C'est assez étonnant. À la fois féru, non, pas féru, mais à la fois animé par une intense curiosité des choses de la vie, doublé d'un esprit cartésien. J'aurais envie de dire, c'est à la fois dans un seul homme rétif et Descartes. Mais Descartes n'était pas toujours rationnel, de fait. Mais bon, alors peut-être que je vais dégager des rayonnages, et après, je vais ouvrir les cartons et je vais déposer sur les rayons. Alors on va assister à une sorte de dernier adieu à cette bibliothèque-là, dans un acte que je voudrais sacré. Alors peut-être le ferai-je dans un silence, le silence de la nuit, ou le silence de l'aurore, et une vidéo sans bruit, ça pourrait être intéressant. Je suis sûr de ne pas dire de conneries à ce moment-là. Et où
tel un moine industrieux, eh bien, je déposerai sur les rayons les livres et je reculerai la caméra pour offrir cette image, cette épiphanie de cette bibliothèque, aujourd'hui disparue totalement hier soir, mais reconstituée temporairement pour les besoins de mes vidéos. À demain.